Bonjour à tous et à toutes, chers amis internautes, bienvenue sur IMG TV. Vous êtes sur votre tribune politique Kangami. Kangami, c'est en fait un débat politique d'une heure de temps à bâton rompu. On va parler de l'actualité au niveau local, au niveau national d'abord, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. le maire Matar Diaw. M. Matar Diaw est coordonnateur dans son propre parti, le parti socialiste, et il est également premier adjoint au maire de la commune de Hann Bel-Air. M. Matar Diaw est également le directeur de la culture et du tourisme au niveau de la ville de Dakar. On l'accueille, M. Matar Diaw. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, cher. Bienvenue et merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, la première question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, alors je vais vous la poser, c'est khalifiste ou bien socialiste? Merci beaucoup, cher. Je me réjouis vraiment d'être là, parmi vous, en tant que d'abord natif de Hann, comme vous tous, mais aussi surtout quelqu'un qui est venu prêter main forte à son neveu Youhoum et à son petit frère Cheikh Ahmed Tidiane et toute l'équipe. Je vous souhaite plein succès et bonne chance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, tout à l'heure en me présentant, vous avez dit que je suis le coordonnateur des socialistes. Effectivement, je suis le coordonnateur de Taxawu Sénégal au niveau de la commune de Hann Bel-Air. Donc, je suis khalifiste à 100%. Oui, mais pourquoi cette question, vous ne l'avez pas posée, mais moi je vais vous éclaircir un tout petit peu, parce que là, il y a tous les khalifistes ne sont pas socialistes et tous les socialistes ne sont pas également khalifistes. Absolument. Voilà, c'est ça que nous voudrions un peu. Mais effectivement, ça a commencé à avoir lieu depuis 2016, quand on nous a exclus du Parti socialiste avec Khalifa qui disait qu'effectivement, il ne pouvait pas, le Parti socialiste, après avoir dirigé le pays 40 ans, il ne peut pas être un parti de souteneur. C'est la raison pour laquelle il avait pris l'engagement que le parti en 2019 devrait avoir un candidat. Malheureusement, l'aile dure du parti ne l'avait pas entendu de cette oreille. C'est la raison pour laquelle ils ont exclu Khalifa. Moi aussi, je faisais partie des gens qui soutenaient Khalifa Ababacar Sall pour la simple et bonne raison que nous sommes tous des socialistes, mais nous devons conquérir le pouvoir parce que je pense que l'ambition est le moteur du progrès. Mais vous dites exclu, est-ce que c'est pas de plein gré, est-ce que c'est votre leader lui-même qui a voulu partir de l'autre aile droite, j'allais dire, parce que je crois savoir récemment, il a fait la demande à tous les socialistes de venir rejoindre la barque. Alors là, je pense que, est-ce que vous croyez que ça c'est possible en ce moment? Ok, je suis d'accord avec vous dans la mesure où effectivement, dans tous les partis, il y a des moments de crise interne. Mais moi, je pense bien que ce n'est pas la première crise au Parti socialiste. Depuis les années 50 à nos jours, le Parti socialiste a toujours traversé des soubresauts. Mais en interne, on parvenait à le régler et à le gérer. Effectivement, aujourd'hui, comme on a dit, Khalifa est un candidat de Taxawu Sénégal, certes, qui est une plateforme, mais aussi Khalifa est un socialiste. Il a toujours réclamé vraiment son appartenance à l'idéologie socialiste. C'est la raison pour laquelle, même au sein du parti, et lui-même, je pense qu'il n'y a eu jamais de guéguerre. On n'a jamais vraiment entretenu des propos qui ne peuvent pas nous permettre de revenir. Effectivement, l'État, il y avait une alternance. Les gens avaient jugé nécessaire d'être avec le président Macky Sall dans la grande coalition qu'on appelle Benno Bokk Yakaar. Effectivement, aujourd'hui, ce Benno Bokk Yakaar est là, mais le Benno Bokk Yakaar a un candidat. Mais moi, je pense bien que parmi les candidats qui avaient été choisis par le président Macky Sall, aucun n'émanait du Parti socialiste. Mais moi, je pense bien que aussi ça, c'est une hérésie. Au moment où il a fallu que, avant tout juste, il y a de cela quelques jours, les gens ont crié et tapé sur la table qu'on puisse leur donner au moins une région pour le parrainage, comme nos amis de l'AFP. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ce que le président Abdoulaye Wade avait dit, les libéraux doivent diriger le Sénégal pendant 50 ans. Nous, en tant que socialistes, nous voulons dire le contraire. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'appel du président Khalifa Sall,
candidat des socialistes, candidat de toute la gauche. Nous devons vraiment former une union sacrée autour de sa personne pour que les idéaux de gauche puissent vraiment continuer à diriger le pays. Parce que c'est nous qui avons amené l'indépendance, c'est nous qui avons formé un État-nation. C'est le président Abdou Diouf qui disait que c'est avec Abdou Diouf qu'on a eu la première alternance. Et aujourd'hui, le Sénégal est un havre de paix. Pourquoi pas vraiment les socialistes reviennent au pouvoir et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Oui, mais est-ce que vous, au niveau local aussi, vous faites la même chose pour tendre la main un tout petit peu à tous ces socialistes qui sont un tout petit peu dispersés? Parce qu'aujourd'hui, je crois que la situation politique le demande. Donc, on est au moment des parrainages et vous avez besoin, vous, famille socialiste, de vous réunir pour avoir le maximum d'équipes pour pouvoir parrainer votre futur candidat. Effectivement, nous n'avons jamais fermé la porte dans la mesure où effectivement la politique c'est un effet d'addition, mais comme le disait François Mitterrand, il faut avoir un effet multiplicateur. Plus que le nombre est beaucoup plus important, mieux on a les chances de gagner. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation de parrainage avec malheureusement 236 demandes de candidatures qui ont été retirées. Moi, je pense bien que pour qu'on soit plus sérieux dans ce que nous faisons, il va falloir que nous aussi qu'on s'ouvre à tout le monde. On n'a jamais fermé les portes. On est en train de voir nos camarades, nos anciens camarades socialistes et entre autres personnalités de la société civile, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne se sentent plus à l'aise dans les partis politiques. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'ils veulent être libres, mais au moment du vote, ils voteront le candidat qui a présenté un programme le plus convaincant, le plus rassurant, parce que le Sénégal en a besoin. Donc aujourd'hui, nous allons tout faire, parce que j'avais convoqué une réunion la dernière fois dans le cadre de mes collègues de mes camarades socialistes, mais j'avais dit, il va falloir qu'on aille chercher tous nos camarades, Koumerou, tout le monde devrait vraiment revenir à la grande famille socialiste. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, en tant que coordonnateur de Tahaou Sénégal au niveau de la commune de Hann Bel-Air, je lance un appel pressant à tous les camarades, à toutes les personnes de bonne volonté pour rejoindre la candidature de Khalifa Ababacar Sall, qui a une expérience, mais aujourd'hui, moi en tant que spécialiste des collectivités territoriales, je pense bien que c'est le candidat qui comprend mieux. Aujourd'hui, les enjeux au niveau des collectivités locales, vous avez vu, depuis presque 1 an et demi, on est en train de faire des grèves à n'en plus finir. Aujourd'hui, du masse aux parents d'élèves, dans la mesure où effectivement, beaucoup ont voulu vraiment retirer les papiers de leurs enfants, mais malheureusement avec la grève. Mais je lance un appel à l'État du Sénégal. Les travailleurs des collectivités territoriales sont des pères de famille, sont des mères de famille, sont des responsables autant que ceux de l'État. Ils ont des droits, ils sont en train de les réclamer, il faut le faire, comme ce que le président Abdoulaye Wade avait fait en 2003. Quand il y avait une augmentation au niveau des salaires des agents de l'État, les agents municipaux en avaient besoin. Donc aujourd'hui, pour faire un développement, il va falloir passer par les territoires. Vous avez dit que l'acte 3 de la décentralisation, c'est la communalisation intégrale. Et quand on parle de communalisation intégrale, que personne ne doit être resté en l'arbre. Et je pense bien que, chers Sénégalais, chers partisans, nous devrons vraiment donner la chance à notre candidat Khalifa Ababacar Sall pour que ce problème-là soit réglé, parce qu'aujourd'hui, c'est le candidat le mieux placé pour pouvoir porter les espoirs des agents des collectivités territoriales. Donc, voilà ce que je tenais à dire par rapport à ça. Mais encore une fois, pour revenir à votre question, nous sommes vraiment et nous resterons toujours ouverts pour que tout le monde soit avec nous. Ben, il y a certains qui passeront de l'autre côté, mais on est en démocratie. Les uns choisissent leur chemin, les autres de l'autre côté. Mais en tout et pour tout, nous avons un seul objectif du moins, c'est de faire un Sénégal vraiment de prospérité, un Sénégal de paix, mais un Sénégal aussi qui va rassurer la bonne gouvernance et la justice vraiment reviendront aux justiciables. Merci, monsieur le maire. Pour ce qui est de cette grève communautaire, donc on va y revenir tout à l'heure. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus amplement, puisque Kangami, c'est en fait 1 heure, comme je l'ai dit, de bâton rompu, donc sur l'actualité nationale en Afrique et dans le monde. Monsieur le maire, on va toujours parler de votre leader,
le secrétaire général Ababacar Sall. Donc, avant de revenir à vous, bien entendu, est-ce que vous pouvez considérer vous-même que Khalifa Ababacar Sall est le chef de l'opposition en ce moment? Parce que, est-ce que ce n'est pas parce que le président Sonko, excusez-moi, le secrétaire général Ousmane Sonko est hors, je ne vais pas dire hors d'état de nuire, excusez-moi, et n'est plus candidat, que votre leader soit maintenant, puisse être le leader de l'opposition? Oui, c'est une question extrêmement pertinente et importante, mais qui vient aussi à son heure. Moi, en tant qu'ancien membre de Yewwi Askan Wi, je voudrais tout simplement, ancien coordonnateur de Yewwi Askan Wi au niveau vraiment de la commune de Hann Bel-Air, je prie pour que monsieur le président Ousmane Tanor Dieng recouvre la liberté le plus rapidement possible. Nous, en tant que démocrates, en tant que Sénégalais, on aurait aimé que tous les candidats, tout le monde, tous ceux qui veulent vraiment candidater, soient autorisés à le faire, parce que nous sommes en démocratie. Moi, je ne m'apitoie jamais sur le malheur des autres, parce que ça, c'est pas sénégalais, c'est pas notre identité. C'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment le meilleur pour le président Ousmane Tanor Dieng. Mais comme vous le savez, Sonko du moins fera paix à son âme, Ousmane Tanor Dieng. Mais je souhaite vraiment toutes les chances au président Ousmane Sonko. Mais aussi, je pense que nous sommes dans la politique, nous sommes dans une démocratie. Mais je pense bien que, comme vous le savez, quand on commençait, c'est Khalifa Ababacar Sall qui a fait 32 mois en prison. Après avoir été élargi de la prison, il est sorti, mais il a pris son bâton de pèlerin. Il est parti chercher voir tous les leaders en leur disant et en leur faisant comprendre que si nous ne sommes pas ensemble, nous ne pourrons jamais gagner. Donc, à un moment donné, il était côte à côte avec Ousmane Sonko. Excusez-moi, il paraît que lui-même, il est à l'origine de... C'est lui qui était à l'origine de tout cela. Mais en politique, c'est comme un train. À un moment donné, il y a des moments où vous êtes ensemble, il y a des moments où chacun choisit son chemin. Mais Khalifa Sall n'a jamais été vraiment là pour soutenir un candidat. Khalifa avait un objectif très clair, c'est la raison pour laquelle il avait quitté le Parti Socialiste où il avait tous les pouvoirs, il a quitté le Parti Socialiste parce qu'il devrait conquérir le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, quand il était maire de Dakar, en 2014, il a eu à mettre sur pied Tahaou Dakar. Après Tahaou Dakar, c'est le Tahaou Sénégal. Donc aujourd'hui, M. Ousmane Sonko pour le moment, n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Cela ne veut pas dire que Khalifa est le chef de l'opposition ou qui que ce soit. Nous avons nos chances. Khalifa a ses chances. Khalifa est un Sénégalais qui a un ancrage au niveau national et international. Et je pense bien qu'il a les coups de franche pour pouvoir vraiment mener à bien ce combat. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le candidat sur lequel tout le monde doit compter, parce que je pense bien que s'il y a quelqu'un qui pourra faire face au candidat du pouvoir, M. Amadou Ba, je pense bien que c'est le président Khalifa Ababacar Sall. C'est la raison pour laquelle nous lui souhaitons pleine chance et beaucoup de succès, parce que nous disons qu'avec Amadou Ba, c'est le 3e mandat du président Macky Sall. Donc nous n'avons pas voulu de ce 3e mandat. C'est la raison pour laquelle le président Khalifa Ababacar Sall est le meilleur candidat. C'est le choix qu'il faut vraiment faire et essayer de pérenniser les acquis démocratiques pour la bonne gouvernance et pour un pays sûr et réconcilié avec lui-même. Alors on va souhaiter bonne chance au candidat Khalifa Ababacar Sall. C'est ces joutes électorales qui sont devant nous. On est presque à quelques mois de ces élections, qui a un enjeu extrêmement important. Alors, donc, pour revenir un peu à vous, monsieur le maire, vous faites partie, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le coordonnateur de votre parti au niveau national, local, au niveau local. J'ai l'impression que vous avez toujours milité au Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes un peu contre la transhumance, comme disait l'autre, il disait que les gens qui font un peu la transhumance, ils devaient être fusillés. Donc, j'ai l'impression que vous avez toujours milité au Parti Socialiste. Si c'est le cas, et pourquoi vous êtes resté fidèle à ce parti-là? Oui, moi je pense bien que le Parti Socialiste est dans notre ADN. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous le dis, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le comprenaient pas, moi, mon grand-père, Modon Khargetou Diaw,
a amené Senghor en 1946 dans notre village de Dakar. Donc, je pense bien qu'il fut aussi à un moment donné le trésorier général du PRAS Sénégal de Lamine Gueye vers les années 50, jusqu'à sa mort quand il était malade. C'est le président Léopold Sédar Senghor qui avait demandé à notre grand-père Moussogi Badondombo d'aller chercher Modoun Khargeto et l'amener à l'hôpital principal. Malheureusement, il a rendu l'âme ici. Donc, ce patriarche qui nous a tout donné, on ne le connaissait pas, on ne le connaît pas malheureusement, mais l'histoire nous a amené vraiment à suivre ses pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés socialistes, mais nous avons grandi à un moment donné comme tout jeune, avec le marxisme à l'époque. Quand on était plus jeune, en 5e déjà, on a lu le Capital de Karl Marx, qui disait: prolétaires de tous les pays, initiez-vous. À un moment donné, on a suivi les Sémou Pathé Gueye, les Abdoulaye Bathily, les autres. À un moment donné, on était tenté vraiment par la gauche radicale. Mais, chemin faisant, après avoir vraiment ouvert les yeux, on a dit que nous devons vraiment faire du socialisme, parce que pour la simple et bonne raison aussi, il y a des aspects confrériques avec quand on disait que c'est Senghor, c'est Serigne Babacar Sy, vous connaissez les Walo Walo chez nous, ou bien certains Mourides, on disait que c'est Serigne Fallou Mbacké. Vous voyez ce que ça fait. Donc Senghor avait un ancrage certain. C'est une information importante pour ceux qui nous suivent en ce moment, parce que c'est très très important. Donc vous avez la politique dans le sang, on peut dire. En fait, parce que d'aucuns disent que Matar Diaw est sorti de nulle part. Donc c'est important de préciser que vous avez toujours été dans la politique. C'est très très important. Et aujourd'hui, vous occupez de très très hautes fonctions au niveau national et local. On a fait aussi une autre remarque, c'est que avec le maire, M. Babacar Mbengue, l'actuel maire, en ce moment, vous entendez bien. Chaque fois, quand il est maire, vous êtes là, vous êtes son premier adjoint. Et comment ça se passe entre vous? Voilà, je salue l'honorable député maire Babacar Mbengue. Je lui souhaite aussi un avenir radieux, comme on a toujours fait. Effectivement, depuis 2014, je suis son premier adjoint. On a formé un duo qui a permis vraiment d'avoir une certaine stabilité au niveau local. Certains me reprochent beaucoup de choses, comme tu l'as dit. Il y a d'aucuns qui disent que Matar n'est sorti de nulle part. C'est peut-être qu'ils ne me connaissent pas, et je leur concède ça. C'est tout à fait normal. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, c'est normal que les gens fassent des critiques, et c'est des critiques constructives pour moi. Donc c'est important. Mais Babacar Mbengue, je pense bien que entre lui et moi, c'est un parfait amour dans le cadre de la politique, dans le cadre de l'action municipale, pour la simple et bonne raison. Au départ, on n'était pas ensemble, hein? On n'était pas ensemble vraiment. Mais c'est à partir de 2014 qu'on a commencé à travailler ensemble. Effectivement, je suis du Parti Socialiste, mais j'étais de l'autre côté. Lui, il est de l'AFP. Mais nous, notre dénominateur commun, ça se situe à deux niveaux. Le premier, c'est d'abord le feu Ousmane Faye, vraiment qui m'a demandé, vraiment avec tout le respect qui s'y est, il m'a demandé vraiment de travailler avec Babacar. Mais l'autre aussi, c'est Khalifa Babacar Sall, notre leader commun. Il m'a dit que Babacar a quitté. Oui, parce que lui aussi, excusez-moi, il est très proche de Khalifa. Effectivement. Khalifa me dit souvent Babacar est mon petit frère. Mais comme toi tu es mon parent Walo, mais s'il y a lieu de faire, toi tu es le socialiste, tu es le responsable des socialistes. Babacar a quitté pratiquement l'AFP pour venir me rejoindre. Depuis 2009, il travaille avec moi. C'est un garçon très sérieux qui fait tout ce qu'il fait et qui n'est pas là. Il n'est pas trop bavard. Il n'est pas trop bavard. Il fait les choses sereinement, il analyse la situation. Donc, mais tout ça, moi, je pense bien que je ne l'ai pas fait pour Babacar, je ne l'ai pas fait pour moi-même. Mais quand on est ensemble, quand on se respecte, parce qu'à chaque fois, quand les gens sont ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est devant. Et moi, je respecte le choix parce que ça, on est là. Il n'a jamais fait quelque chose qui va à l'encontre peut-être de ce que les gens pensent, qu'il est en train de me mettre les bâtons sur les roues. Non, on a travaillé, on se respecte. On se respecte, tout ce qu'il est en train de faire, il me le dit, mais c'est lui qui est le maire, c'est lui qui est l'ordonnateur des dépenses. Moi, je suis là en tant qu'adjoint au maire, parce que le rôle d'un adjoint au maire,
CDD, qu'il est membre du bureau municipal. Nous devons aider à l'action de l'administration municipale. Nous devons aider à renforcer la fiscalité locale. Nous devons aider à revoir et à accompagner des projets de la commune. Bref, c'est nous qui formons vraiment la première ceinture de sécurité autour du maire. Mais franchement, pour dire vrai, je suis parfaitement en phase avec Babacar. Mais on est en politique. Aujourd'hui, on est en face. Demain, on peut avoir des chemins différents. Mais cela veut dire tout simplement, parce qu'il y a de cela quelques années, nous étions avec d'autres. Ils sont partis, nous sommes là. Mais d'autres viendront nous bousculer. Mais moi, je pense bien qu'avant cela, tout ça, et Khalifa gagnera les élections, Babacar et moi et d'autres auront des responsabilités qui nous permettront vraiment de travailler véritablement pour satisfaire nos ambitions et notre vision pour le développement de la collectivité locale qu'on appelle Hann Bel-Air. Donc Babacar, merci pour tout. On est là, c'est la politique, mais on est vraiment très responsable, on se respecte, comme nous respectons tous nos autres collègues conseillers municipaux, mais aussi le mouvement associatif, bref, nos chefs religieux, nos chefs religieux et nos chefs coutumiers aussi sont en train de faire les bonnes choses. Mais bravo aussi aux braves dames de Hann qui sont en train de faire un excellent boulot malgré les vicissitudes de la vie. Elles ont commencé à faire le travail. Tout ça autour du maire, tout ça à notre tour. Mais nous continuerons vraiment à travailler avec le maire, la main dans la main, parce que nous avons les mêmes objectifs. Aujourd'hui, s'il n'était pas avec Khalifa, je suis sûr et certain qu'il prendra son chemin, moi je prendrai le meilleur. Mais du fait qu'on a un seul candidat, on a un seul leader, on a un seul mentor, je ne vois pas qu'il y ait des divergences. Demain, il a fait ses mandats de maire. Demain, moi aussi, je suis intéressé par la mairie, je suis intéressé par les postes ministériels, par un poste ministériel, je suis intéressé par un poste de député, mais nous serons raison garder parce que moi, ce que je vous ai dit tout simplement, c'est qu'en matière politique, on doit faire le partage et des centres de décision à tous les niveaux. Cheikh Tidiane, Yoro, Makhtar, que chacun puisse occuper quelque chose et que demain, que chacun puisse tirer vraiment vers Hann. Et cela ne sera que bénéfique pour notre cercle. Merci, monsieur le maire, c'est très clair comme message. Là, donc, vous le dites, c'est en fait, vous et le maire Babacar Mbengue, c'est autour de l'essentiel, vous vous réunissez autour de l'essentiel et l'intérêt général, c'est Hann Bel-Air qui vous intéresse. Donc, pas de position politique. C'est vrai que lui, il n'est pas très affiché. Là, je crois qu'on aura l'occasion, lui aussi, de lui poser ces genres de questions, parce que ça le concerne directement. Monsieur le maire, vous êtes en même temps environnementaliste. Et je crois savoir que vous vous battez beaucoup pour l'environnement, notamment à Hann Bel-Air. Et pour ce qui est, monsieur le maire, de la baie, c'est toujours sale. Et on dit que la baie, il y a un investissement de plusieurs milliards pour la baie, pour le nettoiement et tout. Mais qu'en est-il exactement? Les deux, ça peut aller de pair. Aujourd'hui, le projet de dépollution, si c'est effectif, on va connecter pratiquement toutes les industries qui sont de part et d'autre à 60 mètres de l'intercepteur de la zone industrielle à Djamnia, à Mbao. Donc, ce qui est une chose extrêmement importante. Avant de venir sur le principe du pollueur-payeur. Mais l'autre problème est qu'effectivement, la plupart des canaux, surtout le canal 6 qui est le principal émissaire qui est la principale source de la cause de la pollution de la baie d'Anne, sera asséché. Donc cette eau-là ne versera plus d'Anne. On va le connecter au niveau de l'intercepteur. C'est le travail de la LONASE. C'est le travail du projet. L'ONAS est en train. L'ONAS est le maître d'ouvrage délégué. C'est l'État du Sénégal qui l'a confié ce travail. L'ONAS supervise, l'ONAS est en train de faire le travail, entre autres. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, moi je veux un pays où l'industrialisation est extrêmement forte. Parce que c'est ça qui est le soubassement, la soupape de sécurité et qui est le levier principal du développement. Mais aujourd'hui aussi, avoir des industries qui versent directement, qui polluent la mer n'est pas une solution. Ces industries doivent avoir leur propre système d'assainissement à l'intérieur. Vous prenez, par exemple, Nestlé Sénégal, depuis plus de 15 ans, le problème est réglé. Vous prenez Soboa, le problème est réglé. Entre autres, depuis qu'on a commencé entre 96 et aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui sont en train de se mettre en conformité, de se mettre en norme. Donc, mais moi, je pense bien qu'aujourd'hui,
Comme vous le dites, le principal problème, c'est qu'on n'a pas encore réalisé le projet de dépollution. La plupart des industries, à 80 ou 90%, seront connectées au réseau d'assainissement. Mais autre que ces industries, comme tu dis, les domestiques, la pollution domestique, elle est réelle, hein, elle existe, il ne faut pas qu'on l'occulte aussi. À 90%, mais si c'était même 5%, c'est déjà beaucoup. Mais c'est plus que ça, honnêtement, pour dire vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart des ménages aussi seront connectés au réseau. Donc le problème doit être réglé en amont. Mais comme tu as dit, la restructuration, on n'a pas ce qu'on voulait à 100%, mais on est pratiquement, on sait qu'à part par le biais de la restructuration, on peut aller très loin. Parce que c'est à cause de la restructuration Anne que Mbao a demandé sa restructuration. Aujourd'hui aussi, il y a Thiaroye qui demande sa restructuration. Donc la restructuration est un phénomène de planification urbaine qui te permet... Il faut carrément un dégagement de effectivement, flottants. Effectivement. Le cas avec la cité qui vient d'être évacuée également. Ça, parce qu'en matière d'environnement, les spécialistes disent en matière de sécurité, il n'y a aucun argument qui tienne. Donc, cité Darussalam, entre autres, pour ne pas prononcer l'autre nom. Il y a autre cité, c'était des repères, des nids de bandits. Un quartier aussi paisible que quartier en village, à un moment donné, leur quiétude était complètement menacée. Je m'en félicite et je remercie vraiment l'État du Sénégal pour avoir réglé ce problème de sécurité. Donc, mais on ne peut pas. Dans Dakar aussi, tu vas dans certains quartiers, tu penses que tu es encore au village. Alors que je pense bien que tout le tissu urbain doit englober tout le monde. Mais ce qu'il y a lieu de faire cher au niveau de ce problème de pollution de la Bédane, ce que tu es en train d'évoquer est extrêmement important et vrai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'attente est trop longue. On avait des débuts de solutions. Quand on te parle de 93 ou 73 milliards, c'est de l'argent. Si cet argent est utilisé à bon escient et efficacement, je pense bien que nous aurons d'ici quelques années une baie d'Anne ou bien une plage où couriront les scorpions, les djunghom, où l'activité économique reprendra. Donc chacun a sa part de vérité, mais il faut que chacun sous sa partition. Mais la plus grande partition vient de l'État. Après aussi, avec la surveillance des collectivités territoriales, surtout avec la commune de Anne et les autres communes sœurs, nous pouvons vraiment travailler là-dessus. On avait vraiment mis sur pied aussi, dans le cadre de la sensibilisation, une organisation fêtière qu'on appelait la CRAP. Et aujourd'hui, on souhaiterait que toutes ces associations-là soient redynamisées pour que la population s'approprie du projet. Parce que l'autre disait, tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites à mon insu, vous le faites contre moi. Je pense que les populations doivent être associées. Les réunions qu'on tienne sur les plages publiques, qu'on essaie d'aller voir les gens, que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. En tout cas, c'est une très belle époque. Je me rappelle là encore, quand on était beaucoup plus jeune, on se promenait au bord de la plage et la plage était tellement belle, donc que on ramassait des crabes, tout ça. C'était vraiment très très beau. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde fuit la baie à cause de sa grande pollution. Mais il y a également, monsieur le maire, à part cette pollution, il y a le bradage foncier également. On a vu ça récemment au niveau de Montagne 6, par exemple. Alors, des constructions. Alors, les populations se sont réveillées. On a vu que des gens, c'est des promoteurs, je ne sais pas, immobiliers en train de construire. C'est même pas très clair. On ne sait même pas le projet, c'est quel projet. On ne sait pas. Donc, c'est exactement pourquoi ça. Voilà, moi je pense bien que vous avez abordé une question vraiment d'actualité très importante, parce qu'il y a de cela quelques mois, vraiment on avait voulu derrière Khairé vraiment construire une unité. On nous disait que c'est pour un certain promoteur, mais à un moment donné les populations se sont levées comme un seul homme, se sont battus, quitte à ce qu'il y a certains même qui ont passé des journées. Oui, il y a certains qui ont passé vraiment la journée au niveau du commissariat. Et aujourd'hui, ces gens-là, avec tout ce qu'on a fait autour d'eux, aujourd'hui, ils ont parvenu vraiment à avoir gain de cause pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais aussi, je pense bien que c'est une lutte, c'est un combat salutaire. Et je remercie vraiment tous les collègues, tous les camarades, toute la population, surtout du Massou aussi ou à Montagne, et ce qui était arrivé. Mais tout simplement, si le problème était aussi difficile, c'est tout simplement un problème administratif, un problème de délimitation
vraiment de délimitation par rapport à la Il y a une partie qui fait partie de Dalifort. Mais je pense bien que cette partie intéresse plus les habitants de Hann que ceux de Dalifort. Parce que Dalifort, nous sommes là ici, présentement à Dalifort. Ce qui se passe à la baie, s'il y a un intérêt particulier, peut-être Dalifort aura 20%, mais Hann Bel-Air aura plus de 40% ou 70%. Pourquoi? Parce que c'est une zone très très importante où les gens sont en train de faire du sport. On faisait du sport. Là-bas. On faisait du sport, des gens un peu plus âgés que nous, et nous-mêmes, nous avions toujours passé des moments et des nuits pour pêcher là-bas. C'est une zone où il y a le poisson qu'on appelle kafang, les grands lutteurs comme Falaye Baldé, les Tyson, Mohamed Ndaw, tout ça, nous quand on habitait montagne, on les rencontrait souvent. Mais aussi, tous nos parents qui étaient à Bel-Air, ont logé là-bas. Pourquoi on l'appelle Bel? C'est une zone de portoire d'ordure ménagère. À un moment donné, quand on a gagné le premier combat pour la restructuration, on avait 7 terrains, dont la plus grande était celle qui est derrière Sotiba. Donc, à un moment donné, l'État n'avait plus les moyens. C'est la raison pour laquelle on nous a donné le terrain de Monassa seulement. Donc, il y avait plusieurs terrains. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce bradage foncier doit être dénoncé, parce qu'il y a une hérésie de dire que moi, je veux habiter les pieds dans l'eau. Vous allez à la corniche ouest, c'est comme ça. Vous venez à Hann, les gens occupent pratiquement à hauteur de la mer. Ça, c'est pas bon. Il y a des moments, mais aussi, il faut le dire, au niveau de nos quartiers, de nos différents, tout le long de littoral, il y a tout ça, des bars, des passes, surtout, il n'y a plus d'espace. Et il faut également considérer l'avancée de la mer aussi. Et tous ces gens-là qui sont au bord de la mer, s'il n'y a pas une très très forte construction, il y a un risque Ouais, le phénomène de littoralisation, c'est-à-dire l'occupation du bord de la mer, c'est à dénoncer parce que c'est un risque extrêmement important. Comme vous l'avez dit, l'avancée de la mer est un phénomène naturel. Mais parce que aussi avec les changements climatiques, avec le phénomène de la glaciation, où pratiquement toutes les calottes de glace ont fondu avec l'ancien candidat qui porte le nom de ton ami, le candidat Al Gore des États-Unis, il avait eu un prix à ce niveau. Donc moi je pense bien qu'au Sénégal et partout dans le monde, 2/3 de la population habite au bord de la mer. Si 2/3 de la population habite au bord, il fait beau, mais aussi il y a l'activité économique aussi surtout. Il y a l'activité économique, il y a l'activité touristique, il y a l'activité socio-culturelle, il y a l'activité sportive. Habiter au bord de la plage t'offre vraiment des perspectives extrêmement importantes et des conditions de vie que personne ne peut mesurer. Donc ça a son importance. Mais aussi ça a des risques. Parce que l'avancée de la mer, comme vous le dites, c'est un phénomène naturel. La région côtière est un phénomène naturel. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des 11 experts sénégalais que l'État du Sénégal avait donné une bourse pour aller apprendre ce qu'on appelle les régions côtières en 2012 au Japon. On a vu ça, mais au Japon, vous avez partout des appareils au bord de la mer qui, dans 30 minutes, on te dira que le tsunami va arriver. Vous voyez tout le temps parce qu'ils ont les moyens. Mais au bord de la mer, personne n'y habite. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une volonté politique. Il faut qu'on prenne notre courage à deux mains. Nous parents, nous populations. Il faut prévoir parce que là au Sénégal, on a l'habitude de quand il y a catastrophe, alors de s'ériger comme ça, chacun s'érige en donneur de leçons, trouver des solutions. Alors que les solutions, en réalité, c'est en amont, pas en aval. Effectivement, parce que moi je pense bien qu'une politique préventive vaut 10 000 fois une politique où on essaie d'apporter des solutions. Comme vous l'avez dit, la nuit du 30 au 31 août 2015, il y avait un phénomène pareil, naturel. Il y avait un petit orage ici au bord qui peut partir de Dakar jusqu'à Cap Skirring. Vous voyez toutes les maisons qui étaient parties au niveau de montagne et un peu vers Oualogui et Lebougui. Donc, Rufisque également, qui a eu ce phénomène-là. Rufisque parce que depuis Feu Giboka, il y avait une certaine bande de grosses pierres qu'on avait qui constituait qui constituait vraiment une sorte de brise-lame, une sorte de jetée, mais qui a permis un peu de contrer l'avancée de la mer. Mais ça, excusez-moi, c'est pas un projet qui coûte très très cher.
On a vu ça aux côtés comment dirais-je, de la corniche. Il y a ces grandes pierres-là qui sont en train de dériver un barrage, et c'est très très bien, et ça n'a pas l'air de coûter grand-chose. Oui, c'est des solutions. Moi, je pense bien que c'est des solutions extrêmement importantes. Mais pourvu que l'État en fasse un véritable projet. Un véritable projet. Parce que il faut protéger la population. Il faut protéger ses maisons. Parce que l'avancée de la mer est une chose qui est naturelle. Mais quand on fait il y a ce qu'on appelle la dérive du littoral. Ou bien, il y a l'érosion côtière. Quand vous mettez ces jetés, ces pierres, ces brise-lames, le problème se déplace. Ce problème se déplace. Quand vous voyez ces blocs de pierre là tout au long, ça a une répercussion vers Mbour. Après Mbour, ils ont commencé au niveau des hôtels, ils ont commencé à mettre ces brise-lames. Mais ça se déplace. C'est pas des solutions pérennes. Non, c'est pas des solutions pérennes. Comme tu dirais Nord Dubaï, on n'aime pas. Non, du tout. Parce que beaucoup de phénomènes, après, dafay dem fenen. Ça se déplace tout le temps. Ce qu'il y a lieu de faire, moi je pense bien que pour lutter sur ces solutions contre vraiment l'avancée de la mer, c'est de faire en sorte qu'on mette l'accent sur la lutte contre le changement climatique. Parce que le changement climatique n'est rien d'autre que les gaz à effet de serre, que les énergies fossiles. Par exemple, il y a le CO2, il y a le méthane, CH4, il y a ce qu'on appelle aussi le charbon, le gaz naturel et le pétrole, qui sont des fossiles comestibles. Mais à chaque fois, quand ces choses-là se dégagent dans l'air, ça va se confiner dans ce qu'on les parois. Parois, l'univers serre. Mais là aussi, c'est très difficile parce que ces choses-là, on en a besoin pour le foyer. On en a besoin. C'est des choses mais il faut mettre les moyens parce qu'aujourd'hui, comme quand tu disais tout à l'heure, le problème des industries, ce sont les industries qui dégagent ces. Mais moi, je pense bien qu'il va falloir mettre de dépenser sur ça. Parce que comme le disait le président Abdoulaye Wade, il y a de cela quelques années, je cite beaucoup ce vieux, pour la simple et bonne raison qu'il disait que les Sénégalais ne veulent pas investir dans l'assainissement. Parce que l'assainissement n'est pas visible. Dama bëgg sol lu rafet, sol lu dàll yu rafet, nga sol lu rafet ñu toog waxtaan. C'est bien, c'est très important. Mais ñu tabax këru 100 millions amul assainissement, c'est pas durable comme solution. Prenez le cas des Almadies, prenez le cas des nouvelles cités. Toutes ces cités-là, il n'y a pas un bon assainissement. Donc c'est la même chose pour la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique, à 80%, c'est des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire un phénomène causé par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons créé l'industrie. C'est nous qui avons créé l'énergie, qui utilisons les énergies nucléaires. Mais parce que dans les villages, il n'y a pas ce phénomène-là. Non, du tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, je préfère dans les villages qu'on essaie d'apporter des solutions durables avec les énergies renouvelables, comme l'eau, comme le vent, comme le solaire. Donc, le vent, tout ça peut jouer des rôles extrêmement importants. Au Sénégal, tu as le soleil 63 jours, 65 jours, 365 jours sur 365 jours. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Il va falloir qu'on essaie de mettre toutes ces choses-là sur place, essayer de dégager les moyens. Mais par exemple, venons-en au CAP, la conférence des partis. Nous allons bientôt organiser, le monde va organiser bientôt le CAP 27, ou comme je ne sais pas, CAP 28, la conférence des partis au niveau de Dubaï. Ils vont là-bas, mais là-bas, moi je suis allé à Dubaï à plusieurs reprises. Mais Dubaï, c'est dans le désert. Mais aujourd'hui, les plus beaux édifices du monde se trouvent à Dubaï. Tout le monde converge vers Dubaï. Mais parce qu'il y a des moyens. Ici aussi, pour lutter contre ce phénomène, contre les changements climatiques, il y a ce qu'on appelle les mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation. Les mesures d'atténuation, c'est pour les puissances, les grandes puissances, qui te parlent de réduction des émissions à 2,0%. Parce que Jacques Attali, comme tu disais tout à l'heure, un grand écrivain français, nous disait, si on y prend garde, d'ici 30 ans, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans la mer. Toi qui habites Anne, tu vois que déjà le plastique jonche toute la plage. Mais dans le cadre du projet de dépollution de la baie d'Anne, on a mis seulement l'accent sur l'assainissement liquide. Alors que l'assainissement solide, les déchets solides continuent à changer la plage. Donc il va falloir que, aussi bien que la mairie, que l'État du Sénégal, que les populations, qu'on continue à taper sur la table, à lancer un cri de cœur, à nous organiser pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions pérennes. Parce que le développement urbain durable
n'est pas seulement des solutions ponctuelles ou bien des solutions conjoncturelles, mais c'est une politique structurelle qui va crescendo parce que le monde est ainsi fait. Mais il va falloir que l'engagement politique, l'engagement citoyen, que les gens disent que je suis là pour 2, 3 ou 4 mandats, c'est pas important. Quand on est élu pour un mandat, il faut travailler pour un seul mandat. C'est ce que Khalifa Sall avait dit en 2009. Je travaille pour ce mandat jusqu'en 2014. Mais les gens, il faut trouver les solutions. Mais entre nous aussi, il y a l'environnement, c'est un comportement. C'est un comportement de tous les jours. Il va falloir que chacun essaie de s'y mettre pour qu'on puisse trouver vraiment ces solutions. Et je pense bien que nous y sommes et peut-être la voie sera là d'ici quelques années, Inch'Allah. Oui, merci Monsieur le maire. Je crois que c'est très bien dit, mais il y a des aspects techniques qui ne sont pas vraiment accessibles à tous. Mais ce que je retiens tout simplement, c'est qu'il y a une question de volonté politique également. Absolument. Parce qu'on a vu certains pays, ils n'ont que le désert. Mais avec ce désert-là, ils ont réussi à faire grand-chose. Ils ont réussi à créer de l'énergie. J'ai vu ça quelque part en Égypte. Vraiment, le désert, ils ont mis ce phénomène d'énergie éolienne. Et il paraît même que presque 80% de l'énergie du pays vient de cette énergie-là. Et ce n'est que le vent et peut-être des installations. Et il n'y a pas de gaz à effet de serre, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Donc, c'est juste une volonté politique. Et là, avec votre candidat Khalifa Sall, est-ce que vous pensez que, en tout cas, tous ces problèmes-là peuvent être résolus? Oui, il faut savoir raison garder, mais aussi avoir de l'espoir. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est là pour demander le suffrage des Sénégalais, c'est qu'on doit pouvoir vraiment travailler et d'arrache-pied. Et aussi, essayer, comme l'on dit, d'avoir cette volonté politique, c'est extrêmement important. Mais avoir la volonté politique aussi doit être concomitant avec les moyens. Parce que aujourd'hui, on vous dit, pour la plupart de notre politique ou bien de notre action, nous devons faire en sorte que dans ce pays, il y a des progrès. Mais dans ce pays, il y a des choses à corriger. Parce que moi, je pense bien qu'on le veuille ou non, le président Macky Sall, sur le plan des infrastructures, depuis le président Abdoulaye Wade, en nos jours, ils ont fait d'excellentes choses. Moi, je tiens vraiment à les féliciter surtout le président Macky Sall par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, pour ce qui est du président Macky, il paraît que c'est les projets du président Abdoulaye Wade qu'il a continué. C'est vrai que l'État, c'est une continuité, mais à part ces projets-là d'infrastructures, ce qui est très important, il faut l'avouer quand même. Donc, parce qu'un bon pays également, c'est des infrastructures, de bonnes infrastructures. Mais à part cela, est-ce que Macky Sall a fait quelque chose d'important? Non, mais c'est-à-dire, chacun, bon, comme tu dis, hein, vous dites que ce sont les projets du président Abdoulaye Wade, mais Abdoulaye Wade, en 2000, quand il était là en trouvant des caisses pleines d'argent. Il avait sauvé sur le PAMI, le programme de mobilité urbaine du défunt régime du Parti Socialiste. Macky Sall est venu, s'il n'avait pas de volonté, dans ce cas, je ne le défends pas, mais à ce côté-là, il a fait des choses. Donc, mais moi, je pense bien que, comme tu l'as si bien dit, par contre, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la justice, sur d'autres plans, il a vraiment échoué. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis 2012 à nos jours. C'est la raison pour laquelle nous, notre candidat, Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade, ils ont tous parti en prison pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu leur ambition. Ousmane Sonko est actuellement en prison parce qu'il a tout simplement l'ambition de devenir président de la République. Moi, je pense bien que pour une compétition soit saine, elle doit être ouverte et donner tout un chacun. Donc que chacun ait sa chance pour pouvoir compétir. Et demain, quand on gagnera, c'est le peuple sénégalais, parce qu'il y a plus de temps de grâce pour ces présidents, aussi bien Khalifa, Karim, Ousmane Sonko et les autres. Le peuple veille, le peuple est en avance sur les politiques que nous sommes. Donc aujourd'hui, moi je pense bien que quand on attaque Macky Sall, son régime, c'est sur la gouvernance, sur la liberté, parce qu'on ne peut pas avoir... Lui, il prônait la bonne gouvernance. Il a prôné la patrie avant le parti, mais malheureusement, c'était seulement des slogans de campagne, c'était pompeux et creux.
Mais actuellement, on te parle de Sénégal émergent, mais l'émergence aussi, ça se situe au niveau de est-ce que le Sénégalais lambda est en train de manger à sa faim? Est-ce qu'on parle de la location coûte excessivement cher, les gens se sentent tués, il y a une insécurité partout à Dakar, partout dans le Sénégal, les gens meurent comme des mouches, quand il y a des événements, on massacre des populations, on s'entretue. Moi, je pense bien qu'à ce niveau, il faut s'arrêter. Et je pense que nous, c'est là où le président Khalifa Ababacar Sall va mettre l'accent sur la gouvernance, sur la justice, parce qu'il faut rendre la justice aux justiciables. Mais il faut avoir aussi des hommes de justice, des magistrats, des avocats, des gens très indépendants. Mais aussi, il faudrait que les gens aient une économie durable qui repose sur les 3 P. Le pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage, sur le paysanat, sur l'agriculture, mais aussi sur la pêche. Donc, je pense bien que c'est le secteur du primaire, mais aussi que l'industrie, mais aussi que les élèves, les étudiants qui travaillent, parce qu'on a 5 ou 6 universités, si je ne m'abuse. Donc, ces universités ne doivent pas seulement former des chômeurs. Ces universités, on doit les transformer. Ça ne doit plus être seulement que de la littérature, mais il faut que les gens aient des projets innovants. On est à l'ère du numérique. Le plus puissant informaticien, le grand patron de l'informatique était à Dakar il y a moins de 5 jours. Je veux parler de Bill Gates. Bill Gates. Donc le Sénégal doit tirer sur ça. Le Sénégal a ses ressources humaines de qualité. Le Sénégal a une armée-nation. La nation sénégalaise existe. On est là, on a la chance depuis 1960 jusqu'à présent, on n'a que des élections démocratiques. Donc, il faut que le peuple exerce son pouvoir. C'est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est personne d'autre. Donc, c'est nous, socialistes, nous, de la plateforme Taxawu Sénégal, c'est ça notre engagement. Avec notre candidat, nous allons commencer à reprendre vraiment le développement par la base. C'est-à-dire de façon vraiment horizon, ça va partir de la base vers le haut. Il faut redonner aux collectivités locales leur véritable puissance de développement et essayer de faire cela. Et aussi amener avant-hier, on a fait un gouvernement de 40 ministres. C'est une hérésie. On a un petit pays. Un gouvernement ne doit pas dépasser 20 ministres. On ne doit pas dépasser une assemblée générale de 150 députés. Mais aussi, il faut que, à tous les niveaux, que les gens soient responsables, que les directeurs de sociétés nationale, que entre autres, c'est des fonctionnaires de l'État, que l'administration reste indépendante et autonome. Si on parvient vraiment à donner ces fonctionnaires le levier et la liberté d'action et de ton, ils peuvent aller porter le bien. Parce que partout dans les institutions internationales et les organismes internationaux, on y trouve des Sénégalais. Ils sont partout, ils ont une expertise avérée. Mais il faut créer de l'attractivité et de la sûreté, mais pour que ces gens-là puissent revenir au pays, apporter leur touche vraiment au développement de ce pays. Donc voilà ce à quoi nous attendons le candidat Khalifa. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons derrière lui, pour que enfin qu'on puisse vraiment faire ce travail-là. Faire ce travail parce que les Sénégalais ont besoin de quiétude. Les Sénégalais ont besoin de travail. Les Sénégalais ont faim. Le Dakar est une ville sale. Pourquoi? Parce que partout on trouve des taudis, partout on trouve des... Il faut organiser cela. Quand il y a des espaces, le secteur de l'artisanat doit être boosté. Moi, j'ai eu la chance de voyager avec des artisans maliens, avec des artisans mauritaniens, entre autres artisans. Mais à chaque fois, les artisans sénégalais, quand on a fini notre travail, ils rentrent. Mais les autres artisans font le tour de l'Europe. Pourquoi? Parce que leur secteur de l'artisanat est extrêmement développé. Donc ici, le secteur de l'industrie doit être repris et que les gens puissent avoir vraiment du travail. Parce que le chômage est extrêmement important et extrêmement élevé. Donc, nos enfants, les bras valides, ont quitté vraiment nos sols pour aller en Europe. Mais des fois, ils ne réussissent pas. La plupart, certains ne réussissent pas. Moi, je me dis, personne ne peut. Tout le monde a le droit de voyager. Tout le monde a, mais qu'on le régularise, qu'on leur permette vraiment de voyager, mais qu'on leur trouve du boulot. Parce que quand certains ont du boulot, moi, je me réjouis vraiment d'être là. Quand je vois mon neveu, Youhoum, et vous tous, vous parvenez à mettre ça sur pied. Mais moi, je dis, il faut qu'on vous donne les moyens pour que vous puissiez contribuer au développement. Parce que sans la communication, on ne peut pas travailler. Et j'aurais bien aimé, je suis loin d'être loin, mais que cela puisse être à Lebouga, ou bien à Wallou, ou bien à Anlien, que vous soyez plus proche de la population parce qu'on a besoin de vous. Il faut tendre le micro à tout le monde.
Aujourd'hui aussi, il faut lutter contre l'insécurité au Sénégal. Les Sénégalais sont menacés. Les Sénégalais ont peur. Donc moi, je pense bien que voilà tout ça. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les différentes raisons qui nous ont poussé vraiment à porter la candidature de Khalifa Ababacar Sall et pour l'avoir pratiqué pendant très longtemps, pour l'avoir vu au travail, et nous osons espérer qu'au moins il va réussir quelque chose avec ce pays-là. Parce que lui aussi, il a un certain âge assez avancé, donc là, il est dans le cénacle des sénateurs de la sagesse. Et quand on est sage, on peut parvenir vraiment à aider les uns et les autres. Parce que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire en sorte que vraiment cette jeunesse soit vraiment au firmament du développement. En faisant quoi? C'est-à-dire en leur donnant une bonne formation universitaire, mais aussi sur le plan de la formation professionnelle, elle est importante. Elle est importante. Les gens qui ont leur métier, on les amène quelque part, on essaie de les expliquer quoi. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à notre candidature. Vous avez parlé de formation, c'est très très important ce volet, mais est-ce que c'est les jeunes qui optent pour la facilité? Est-ce que les jeunes ont envie vraiment de se faire former, hein? J'ai l'impression qu'ils veulent des solutions très très faciles, parce que prendre une pirogue et aller en mer, là, ça leur paraît, bien que ce soit trop risqué, mais ça leur paraît beaucoup plus facile. Voilà, mais moi je pense bien que on a toujours voyagé. Hein. Peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur, c'est le nombre. C'est le nombre. Pratiquement tous les jeunes. Ce n'est pas tout simplement opter vraiment pour la facilité. Mais moi, je pense bien que ceux qui voyagent, la plupart sont des jeunes. Il faut d'abord les rassurer. S'ils avaient trouvé du bon boulot, ils ne vont pas partir. Mais je pense bien que aussi ce qui n'est pas normal, c'est que quand les gens veulent partir, veulent voyager, il va falloir essayer de créer les conditions. Moi, je suis foncièrement contre l'immigration clandestine. Parce que c'est pas bon, c'est à vos risques et périls. Chers jeunes, il faudrait vraiment revoir ce type de migration, c'est pas bon. Aller mourir dans le désert du Sahara, ou bien dans le désert libyen, ou bien à Tanger, ou bien autre chose, c'est pas bon. Vous avez vos mamans, vous avez vos parents. Des fois, il y a certains, quand ils veulent voyager, c'est la maman qui vend ses bijoux. Ou bien son papa vend le terrain. Mais vous êtes parti pour des bijoux. Quand on me dit qu'il faut avoir 3,5 millions pour aller au Nicaragua. Mais quand le jeune a 3,5 millions, il peut investir ici, il peut travailler. À un moment donné, effectivement, on a comme l'impression que certains portent des œillères. Il dit que Gambie dem na Europe, mu ngi woote téléphone, mu ngi def ceci, mu ngi def cela. Mais nos parents aussi ont une certaine responsabilité. Parce qu'ils sont dans la maison. L'autre disait que yuxum yaayam nee na ko yuxum nga Europe mu ngi indi yow am sa lan nga def. Le garçon là, il ne va plus essayer de comprendre, il va partir. Donc il y a les pesanteurs sociales. Donc on doit vraiment essayer de les apporter. Parce qu'à chaque fois quand les garçons viennent de l'Europe, les gens amènent des psychologues pour les accompagner. Moi je pense bien que, comme tu disais dès le départ de notre propos, c'est de mener une politique de prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Essayez de les accompagner. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Mais les jeunes qui prenez l'exemple des Nawetan. Mais quand il y a les Nawetan, personne ne veut sortir du quartier. Mais aujourd'hui, le Nawetan ne doit plus être plus de football. Mais le Nawetan, comme sa quintessence de départ. D'aspect négatif. Mais effectivement, il y a la violence qui est en train de gangréner le mouvement Nawetan. Certes, Nawetan et mouvement et violence, deux fois vont de pair. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est parce que c'est un problème de passion, c'est un problème de cœur, c'est un problème aussi de chauvinisme. Chacun dit, moi j'appartiens à, je suis de Walidan, je suis de Sanki, je suis de Nerlé, je suis de Mbahal, entre autres, c'est le quartier qui m'intéresse plus que l'équipe nationale. Mais ce sentiment de patriotisme que tu envisages vers ton quartier, ça ne doit pas seulement se résumer au football. Mais il y a des actions culturelles, il y a des actions socio-culturelles, il y a des activités économiques. Entre autres, à l'époque, quand on était plus petits, on voyait que pendant les vacances, on encadrait nos petits frères qui doivent passer en classe de première, en classe de terminale, ou bien en classe de seconde. On les encadrait, on les formait, ils faisaient partie des meilleurs élèves. Mais quand le quartier était sale, on le nettoyait. Mais quand il y a une finale Mbahal, tu vois les couleurs bleues et blancs. Tu vas à Walidan, tu vois les couleurs jaunes. Tu vas à Sanji, les couleurs rouge et noir, rouge et blanc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une certaine affection, un certain attachement au quartier.
Mais moi, je pense bien que socialement parlant ou bien psychologiquement parlant, il va falloir qu'on essaie de surfer sur le mouvement navétane. Pourquoi ces garçons ont ce comportement? Est-ce que par ce biais, si on parvient à les financer? Monsieur le maire, le mouvement navétane a plus d'inconvénients que d'avantages en ce moment. Quand on voit toute cette vague de violence engendrée par les navétanes, moi, personnellement, j'ai envie que ça s'arrête. Moi, par exemple, si j'avais une certaine autorité dans ce pays, moi, les navétanes, je dis que ça va s'arrêter. Puisque une chose, quand on note plus d'inconvénients que d'avantages, dans une chose, cette chose-là, il faut la mettre de côté. Non, moi, je partage pas cette idée. Dans la mesure, effectivement, moi, je pense que notre identité, le navétane fait partie de notre identité culturelle, c'est socio et sportive. Pour la bonne raison, moi, le mouvement navétane parvenir, comme je t'ai dit, je viens d'expliquer tout à l'heure, si on parvient à revenir à l'orthodoxie, pourquoi on avait créé le navétane. Je pense que le navétane a un rôle extrêmement important. C'est le bénévolat et c'est tous avec. Mais aujourd'hui, je pense bien que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de conscientiser, c'est de formater les enfants, c'est de renforcer leurs capacités pour que le mouvement navétane qui parvient à déclencher une certaine fibre patriotique vis-à-vis de leur quartier, que cela est mauvais en soi. Mais quand, comme vous dites, quand la violence domine tout, ça risque d'être négatif. Donc aujourd'hui, moi j'ai appris vraiment qu'il y a quelques jours que aujourd'hui, à cause de la violence, les gens ne parviennent plus la gendarmerie n'envoie plus, par exemple, les forces de l'ordre. Et que l'automatisation, on va les jouer à Ibamar ou bien ailleurs, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense bien qu'on peut continuer à faire les navétanes, mais en essayant d'apporter des transformations et des orientations pour une meilleure organisation. Chers amis du mouvement navétane, vous avez depuis les années 70 à nos jours, on ne fait que jouer du navétane, ce qui est une identité, un label sénégalais. Et je pense bien quand on a un acquis, on doit le préserver. Le navétane, c'est bon. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de gangréner ce mouvement pour la simple et bonne raison que vous êtes vraiment victime d'une violence qui ne s'explique pas. Si vous vous blessez, si vous allez à la gendarmerie ou bien au tribunal, demain ce sont vos parents seulement qui seront fatigués. On vous laisse jouer votre navétane, mais faites en sorte que cette violence-là soit vraiment totalement éradiquée. Sinon, l'autorité ou bien les autorités prendront leurs responsabilités et ça ne va que pousser les garçons encore à la violence. Merci. Les navétanes, cette activité de vacances très prisée par les jeunes, est un mouvement qui date depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis des navétanes, qui sont aujourd'hui de grands professionnels. Voilà. Donc, cette question de navétane qu'on va laisser un tout petit peu en rade pour revenir un petit peu sur la question très importante que je m'en vais vous poser, monsieur le maire. Votre leader a fait le tour du Sénégal. Je crois savoir que ça s'appelle Monteliene. On a l'impression que dans ce pays, on ne gouverne avec que des slogans. Parce qu'à l'époque, le président Macky Sall a sillonné le Sénégal. Il a fait le tour du Sénégal. Il a dit, je comprends le problème des Sénégalais. Est-ce qu'il y a besoin d'aller un peu partout dans toutes les contrées du Sénégal pour comprendre le problème des Sénégalais, le niveau de vie des Sénégalais? Qu'est-ce que vous dites de ces genres de tournées-là? Moi, je pense bien effectivement, il faut faire les tournées. C'est extrêmement important parce que c'est un moment de rendez-vous entre un candidat et son peuple. Moi, je pense que Khalifa Ababacar Sall, tout le monde sait qu'il est de Dakar, il est dakarois. Mais s'il ne fait pas le tour du Sénégal et attendre vraiment les élections pour dire que aux autres du Sénégal, venez voter pour moi, ça risque de poser des problèmes. Je comprends bien le sens de votre question. Moteliene, parce que c'est un slogan qu'on a bien pensé. Moteliene, parce que Khalifa Sall, en 2016, comme je vous l'ai dit, il a été exclu de son parti d'origine, le parti pour lequel il a tout fait, mais le parti qui lui a tout donné aussi. Et donc, ce Moteliene-là l'a conduit en prison parce qu'il a refusé de soutenir le candidat Macky Sall pour 2019. Il a passé 32 mois, mais après avoir été élargi de prison,
quand il veut revenir sur la scène, il va revenir sur ce pourquoi il avait dit que moi aussi je veux être candidat, je veux briguer le suffrage des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle ce slogan, il a dit Motliéné. Le fait d'aller au niveau de ces gens-là, parce que aussi, Sénégalais de football, quand il va au fin fond du Sénégal, il va au Wallo, il va en Casamance, il va dans le Fouta, dans le Saloum, il va rencontrer le Sénégal des profondeurs. Dans le Sénégal des profondeurs, effectivement, il y a des choses, quand on est à Dakar, peut-être on peut les ignorer. Mais quand on est là-bas, on sent, parce que chacun veut, parce que le programme de Khalifa Sall, Khalifa ne veut pas l'écrire lui-même. Il veut que les Sénégalais lui disent qu'est-ce qu'ils attendent de lui. Quand il va en Casamance, il y a la spécificité dans cette raison. Quand il va à Tambacounda, quand il les rencontre, c'est ce qu'il a fait. La plupart des gens sortent, on est autour d'une table, on discute. Cheikh vient avec ses problèmes, Moyoro, Matar, tout un chacun discute. Khalifa dit à son état-major, prenez bonne note. Nous, notre profession de foi, notre programme de campagne, nous allons le bâtir sur ce que les gens ont dit. Ce que nous disons, nous, c'est pas important. Mais pour gouverner les Sénégalais, pour gouverner tout un chacun, il va falloir qu'on essaie de les écouter. Effectivement, on ne peut pas régler tous les problèmes. On ne peut pas prendre tout. Mais je pense bien qu'il y a des identités remarquables. Il y a des similitudes. Par exemple, il y a des problèmes qui sont spécifiques à Dakar, mais peut-être tu peux les retrouver à Diamniadio, tu peux les retrouver à Rufisque, tu peux les retrouver même à Thiès ou un peu partout. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que aussi, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est qu'effectivement, il y a certains qui restent ici à Dakar pendant toute la campagne. On dit, cela c'est pas bon, il faut aller vers les gens. Khalifa a au moins 13 députés qui lui permettraient de faire son parrainage et de valider sa candidature. Il a dit non. Moi, je vais opter pour le parrainage citoyen. Pourquoi opter pour le parrainage citoyen? C'est aller à la rencontre des Sénégalais. C'est une campagne de mobilisation, d'animation, mais aussi de recrutement. Comment recruter? Parce que tu viens, Cheikh est un homme indépendant, il n'a pour le moment décidé pour voter pour personne. Mais quand tu écoutes les différents programmes des candidats, mais il dira que moi c'est Khalifa peut-être qui me rassure. C'est ma carte, je vais donner ça à Khalifa. C'est ça l'option de parrainage citoyen. Aussi bien l'État a 120 députés, 120 maires, ou bien 13 députés qui pourront lui faire qui. Ils ont dit non. Il va falloir que le candidat de l'État aussi aille à la rencontre des Sénégalais. Côté, Macky Sall, effectivement, il n'était pas le meilleur candidat en 2012. Loin de là. Personne ne le voyait venir. Mais il a fait le tour du Sénégal. Quand il a demandé de voter, il a gagné un peu partout. Parce qu'il a mérité sa victoire, parce qu'il est parti chercher les autres. Donc, c'est ce qu'on a toujours fait au temps de Senghor, au temps d'Abdou Diouf, au temps d'Abdoulaye Wade. Il ne faut pas attendre la campagne électorale pour pouvoir dire. Parce qu'en 21 jours, pendant la campagne, on ne peut pas développer un programme. C'est des questions, c'est des séquences de 5 à 10 minutes. Mais quand on fait le tour, Khalifa, des fois, il fait une semaine dans un département. La dernière en date, c'est le département c'est au niveau de Kaolack et de Nioro. Les autres, il a fait Tambacounda. La dernière fois, si vous vous rappelez, l'histoire est en train de bégayer. Quand il a mobilisé tout Tambacounda et toute cette région-là, il n'a pas fait 3 jours, il est parti, il est allé en prison. Il commençait vraiment à déranger l'État. Donc, il faut aller à la rencontre des populations. C'est la raison pour laquelle aussi, Monsieur le Président, moi, je milite fortement pour le parrainage citoyen, pour la mobilisation, l'animation et le recrutement des militants. Merci. D'accord, Michel. Tout à l'heure, vous l'avez dit sur le pléthore des ministres. C'est vrai que tous ces ministres-là n'ont pas leur raison d'être. Et je veux dire, est-ce que réellement on en a besoin, ce remaniement ministériel en ce moment? Est-ce que le Sénégal en a besoin? Je ne parle même pas de la pléthorité de ces ministres, parce que tous les candidats le défendent. Parce que je me rappelle, le président Macky Sall, à l'époque, il disait que il y a trop de ministres au Sénégal, il le disait. Donc, mais n'empêche, lui, il est allé jusqu'à 40, même ministre. Est-ce que ce moment-là, est-ce que ça a raison d'être de tous ces ministres-là? Est-ce que c'est pas une façon de préparer bon, ils ont dit que c'est un gouvernement de combat et
et de campagne. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit franchement. Parce que moi, je pense bien que je ne vois aucune utilité pour vraiment retoucher le gouvernement. À quelques encablures vraiment des élections. Mais je pense que Amadou Ba, candidat, il ne devrait plus être Premier ministre. Il devrait aller vraiment s'occuper de sa candidature. Moi, je pense bien que c'était la chose qu'il fallait faire. Mais ils ont des problèmes. Macky Sall veut satisfaire tout le monde à la fois pour qu'il revienne vraiment à la case de départ. C'est ça le problème. Mais je pense bien que coupler ou donner les gens 50 ou 100 ministres, ils seront battus à plate couture au soir du 25. C'est ça le problème, quoi. Donc, je pense bien que nous sommes très sereins, quel que soit le gouvernement, quel que soit le nombre de ministres. Moi, je pense bien qu'il y aura un changement. Mais quand il y a un changement, il va falloir que les gens reviennent à des sentiments meilleurs, à une meilleure raison, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait un gouvernement normal, qu'on ait un gouvernement qui ne dépasse pas 20 ou 25 ministres maximum. Parce que le saucissonnage du gouvernement a des postes, des fois il y a des ministères où les gens se perdent. Bon, vous créez des postes qui amènent que des conflits. Donc moi je pense bien qu'il faut que il y a des ministères de souveraineté. Il y a même, excusez-moi, deux ministères, j'ai vu la même appellation des deux ministères. Finalement, on se dit quel ministère doit faire ceci ou cela. Donc, ces petites et moyennes entreprises, cette là moi je retrouve ça dans deux ministères différents. Mais chaque fois, on a l'impression ministère de l'aménagement du territoire, ministère, bon, on comprend pas finalement. On a l'impression que non, ça c'est des problèmes politiques qu'on veut tout simplement régler parce que on doit, dans un premier temps, à l'époque, les gens faisaient, avec les gouvernements socialistes à l'époque, on disait qu'il faut que chaque région du Sénégal ait au moins un ministre. C'est-à-dire le maillage géographique était important. On tenait compte de la communauté chrétienne. On tenait compte de la spécificité de Dakar. Vous voyez? Donc, il y avait un choix objectif. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aller dans le Fouta avoir 10 ministres. Parce qu'ils sont tous d'obédience et du camp du président de la République parce qu'il a gagné plus. Et les gens disent aussi, le poste ministériel dépend du poids électoral. Mais moi, je pense que le poste ministériel, le poids électoral est extrêmement important. Mais le poste ministériel doit dépendre de la compétence de l'individu. Pour créer un poste ministériel, il faut au moins avoir le besoin. Parce qu'il y a des ministères de souveraineté. On parle du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice. Mais entre autres, à l'époque, on prenait la pêche, tout le monde rural, on a fait un ministère. Entre autres, peut-être la population a augmenté, les moyens ont accru. Mais il va falloir aussi savoir raison garder, essayer de faire en sorte qu'on a un gouvernement limité. Mais pour revenir vraiment à ta question, le dernier remaniement ministériel ne se justifie pas vraiment, franchement. Merci, monsieur le maire. On va y aller très très vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Excusez-moi, j'allais dire monsieur le ministre. Monsieur le maire, votre candidat a des chances vraiment de gagner ces élections. Peut-être vous êtes mieux placé pour savoir. J'ai vu votre un petit peu, c'est pas le programme quoi, mais en fait vous avez dit 10 raisons de choisir le candidat Khalifa Ababacar Sall, et parmi ces 10 questions, moi j'ai vu appliquer les assises nationales. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis est-ce que nous au Sénégal on ne gouverne pas carrément avec des slogans? Parce que à l'époque le président Macky Sall était engagé, hein, c'est carrément l'engagement qu'il avait pris de faire appliquer les assises nationales. Mais une fois bien installé au pouvoir, le président Macky Sall a dégagé son propre programme, et là, vous dites que vous voulez faire revenir les assises nationales avec votre candidat. Les assises nationales, c'est très 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 important pour le pays. Tout simplement parce que là, c'est toutes les entités nationales, tout le monde, hein, qui se sont réunis autour de ces assises pour dégager un programme pour le Sénégal. Et vous, est-ce que ce ne sera pas le cas? Non, cher Tidiane, je pense que nous, on ne doit pas réinventer la roue. Comme vous l'avez très bien dit, c'est vous en tant que journaliste qui le disent.
en 2008, quand on faisait les assises nationales, j'ai jamais vu une démarche aussi participative et aussi inclusive. Et c'est des sommités intellectuelles. Du monde rural, vraiment à l'université, tout le monde était là. Ils ont travaillé pendant des mois et des mois. Ils ont pratiquement touché tous les problèmes. Mais le monde évolue. Le monde évolue. Mais moi, je pense bien que pour travailler sérieusement, pour gouverner sérieusement, ce qu'ils nous ont donné en 2008, je pense qu'on peut prendre la quintessence. Je ne dis pas de les appliquer à 100%, parce qu'entre 2000, le monde a évolué, le monde a bougé. Mais je pense que Khalifa, quand il dit, il va dire le socle de ma gouvernance reposera essentiellement sur les assises nationales. Parce que pratiquement, il y a tout ce que je devrais avoir pour gouverner le pays. Mais entre-temps, chemin faisant, Khalifa est devenu maire de Dakar. Vous voyez ce qu'il est en train d'entretenir. Il est devenu le secrétaire général adjoint de l'Association internationale des maires francophones. Il est devenu le président de GGLUA Afrique et vice-président de GGLU Monde. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience à travers le monde. Donc moi je pense bien que cette expérience-là, plus l'expertise qu'il a ces dernières années, et les assises, les fondamentaux des assises nationales, moi je pense bien qu'on pourra vraiment avoir un bon programme de gouvernement. Merci, chers amis internautes, de nous rejoindre sur IMG TV. Je rappelle que vous suivez votre émission politique Kangami. Alors, Kangami, nous recevions ce matin M. le maire Matardia, premier adjoint au maire de la commune de Hann-Bel-Air. Monsieur le maire, on va terminer avec cette question très importante que nos amis internautes nous ont posée. Le stade municipal est en ce moment suspendu. Alors, vous allez parler à la place du maire. Quelle est sa position par rapport à ça? Au sentiment de regret, je suis très au regret. Et tu sais, comme tu me l'as demandé, je suis toujours un fervent défenseur du mouvement navétane. Parce que je suis acteur. Je suis acteur dans la mesure depuis pratiquement plus d'une trentaine d'années. On fait partie des dirigeants de ce mouvement navétane. Comme je dis, qui est un label, qui est un patrimoine sénégalais. Donc aujourd'hui, si on est arrivé là, moi je pense bien qu'en tant que maire, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on a dégagé beaucoup d'argent. Moi, je faisais partie des gens qui disaient que à chaque fois, quand on quittait Alassane Djigo, ou bien Amadou Barry, ou bien Dembo Diop, quand on était dans nos véhicules, à 1h du matin, on trouvait des jeunes filles et des jeunes garçons qui couraient pour rentrer chez eux à Hann. Ça me faisait un pincement au cœur. Je suis venu au niveau du conseil municipal avec d'autres collègues certaines, sûrement, qui avaient défendu que on doit avoir notre stade. Le conseil municipal nous a suivis, on a voté, on a construit un stade. On a eu un stade où, il y a cela 2 ans, tout le monde disait que tout Dakar, nous avons le stade le plus beau. Aujourd'hui, si on ne parvient plus à jouer dans ce stade, ça fait mal. Parce que, si on revient tout à l'heure sur ta question de tout à l'heure, est la violence. La seule cause, c'est la violence. Aujourd'hui, le stade n'est pas fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est tout simplement, c'est la gendarmerie qui dit qu'il n'envoie plus de gendarmes au niveau pour assurer la sécurité. Si on n'a pas, et on dit quand il n'y a pas de sécurité, on doit. S'il y avait de la sécurité aujourd'hui, le stade est là, parce que le préfet n'a pas encore notifié la fermeture, la suspension du stade. Non, pas du tout. Donc le problème, c'est uniquement. Le problème, c'est un problème seulement un problème de sécurité. Mais moi, je voudrais tout simplement dire que les 2 zones, la mairie, toutes les bonnes volontés, ils ont encore il faut, monsieur le maire, réquisitionner d'autres zones de sécurité, la police par exemple, parce que là... Non, mais c'est-à-dire, on te dit qu'ici c'est la zone de la gendarmerie. Il y a ça quelques années, effectivement, on avait réglé le problème. Avec la police, on avait toujours joué. Mais c'est un problème de territorialité. Ça, c'est le domaine de la gendarmerie. Donc, c'est le commandant, c'est de la Légion Ouest qui doit nous donner les forces de l'ordre pour pouvoir vraiment assurer cela. Sur le refus, sur le recul, on est obligé parce que nul ne peut vraiment jouer au stade sans force de sécurité. Alors que tu vas au stade de Marguerite, il y a la police, tu vas dans les autres. Moi, je pense bien que le seul combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les années prochaines, les années à venir, qu'on puisse avoir les policiers comme force de l'ordre pour pouvoir occuper. Parce que je pense qu'il est plus facile de travailler avec la police dans ce domaine que la gendarmerie.
Donc moi, je suis vraiment désolé et je suis du côté du mouvement Nawetan. Mais je voudrais tout simplement qu'on sache raison garder, qu'on essaie d'éduquer mieux les enfants. Parce que les gens, quand tu as fini d'éduquer, le sport, je l'avais dit lors de mes publications la dernière fois, c'est d'abord la défaite, le match nul et la victoire. Et quand on ne peut pas assumer, faire la différence entre ces trois choses, que ce sont les éléments constitutifs du sport, tu ne dois pas faire sport, tu n'es pas un homme de sport, tu n'es pas un amateur. Tu es seulement celui qui est là. Quand tu perds, tu fais de la violence. Des fois, les gens ne se battent pas au stade, mais ils viennent dans les quartiers, ils cassent les maisons, ils font ce que bon leur semble, ils volent. Ça, c'est pas normal, ça, je le condamne. Et j'espère bien que nous revenons à de meilleurs sentiments. Merci. C'est très très clair comme message. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, c'était là votre émission Kangami. Kangami, comme je l'ai dit, c'est 1 heure de débat politique à bâton rompu sur l'actualité politique nationale en Afrique et dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de l'actualité politique en Afrique. J'avais beaucoup de questions à ce propos la prochaine fois. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une autre édition de cette émission, ce sera dans 15 jours. Merci d'avoir suivi et merci à tous.